Mes chers compatriotes, au nom de l'Alliance solidaire des Français de Suisse romande et de Suisse alémanique, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à cette conférence qui, nous l'espérons, apportera des réponses à toutes vos questions que vous avez sur la pandémie et l'évolution de la crise sanitaire. Nous vous remercions de votre intérêt. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et nous vous remercions de votre confiance. Tout d'abord, avant de rentrer dans le détail du sujet, qui sommes-nous? Nous sommes l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, un parti politique apolitique, c'est-à-dire que nous avons le statut de parti politique, mais nous ne sommes affiliés à aucun grand parti et surtout, nous nous adressons uniquement aux Français de l'étranger. Notre neutralité par rapport aux autres partis nous permet de répondre à l'ensemble des intérêts et des préoccupations des Français, sans biais, sans a priori et surtout sans censure politique. Je suis le représentant en Suisse romande. Mon collègue Louis, qui se présentera tout à l'heure, est le représentant en Suisse alémanique. Nous sommes tous deux d'ailleurs candidats aux élections consulaires de mai dans deux listes distinctes pour la Suisse romande et pour la Suisse alémanique. Je vais laisser à Louis le soin de se présenter et de continuer. Louis. Alors voilà, je mute. Et merci Hervé, bonsoir à tous. Oui, bienvenue de la part de nous tous, nous autres alémaniques. Un grand bonjour de toute notre liste d'ailleurs, alémanique. Nous avons décidé de cette conférence au lendemain de la réouverture partielle de la Suisse. Vous avez vu les terrasses peuplées depuis lundi, car nous estimons que c'est le bon moment localement pour vous informer sur le thème de la conférence de ce soir. Cette conférence, comme d'autres, elle a été définie par l'ensemble des candidats des deux listes à SFE, aux élections consulaires, comme l'a dit Hervé, pour répondre aux attentes des Français de Suisse. Quant à l'idée apolitique et de neutralité, faut savoir qu'en substance, nous, on forme nos programmes sur le terrain et justement, de ne pas avoir d'étiquette de parti au niveau national ou métropolitain, ça nous permet d'éviter la nécessité de rentrer dans des cases préécrites à Paris. Voilà. Contrairement à d'autres, rien n'est imposé par une instance parisienne. Voilà. Notre ancrage est vraiment local, c'est notre force. Le programme de ce soir, nous allons tout d'abord entendre Madame la sénatrice Evelyne Renaud-Garabédian, sénateur des Français établis hors de France, qui nous parlera rapidement de la vaccination des Français et aussi des activités de l'Alliance solidaire, la SFE. Et la parole sera ensuite laissée au professeur Kakoub sur le sujet du Covid. Enfin, nous ouvrirons le débat à vos questions, c'est assez important. Celles-ci doivent être posées uniquement via le chat Zoom que vous trouverez dans le petit onglet en bas à droite. Voilà, nous prenons bien entendu que des questions pertinentes pour le professeur ou la sénatrice. Voilà. Donc d'avance, on vous remercie pour rester concis, factuel. L'objectif, c'est de répondre à vos attentes, vos préoccupations sur le sujet de la santé qui est le nôtre ce soir. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hervé, je te laisse le bon soin de présenter nos orateurs et je retourne en mute. Bon, on a tout d'abord la chance d'avoir notre sénatrice Evelyne Renaud-Garabédian, qui est chef d'entreprise, qui vient du monde du tourisme, qui est vice-présidente de la commission du tourisme au Sénat et à ce titre, qui a une très bonne expérience dans les conséquences de la pandémie qu'elle va pouvoir partager avec nous. Elle présentera essentiellement les activités de la SFE, notamment pendant cette période de pandémie. Après, nous aurons un plus long passage du professeur Kakoub, éminent professeur, chef du service d'infectiologie du Grand Hôpital parisien à la Pitié-Salpêtrière, qui répondra, comme Louis l'a indiqué, sur les questions médicales et scientifiques liées au Covid. D'ailleurs, pour les questions, nous vous remercions, vu que nous avons un nombre important de participants, nous n'avons pas pu ouvrir des lignes pour un débat. Nous vous remercions d'utiliser le bouton des questions écrites. C'est en bas à droite sur Zoom, où vous pourrez poser vos questions. Louis, ma collègue Marie-Laure et ainsi que moi-même retranscrirons ces questions au professeur ou à la sénatrice qui pourront y répondre. Sans plus attendre, je laisse la parole à Evelyne Renaud-Garabédian. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Hervé et Louis pour cette introduction. Je vais être relativement bref pour qu'on puisse laisser
notre professeur pouvoir parler à nos compatriotes et permettre le temps ensuite de poser des questions. Le professeur Kakoub, que nous apprécions énormément pour son travail et son dévouement, a énormément œuvré tout au long de la période Covid. Et cela fait plus d'1 an que cette pandémie a débuté. On a même tendance à oublier par moments à quoi ressemblait la vie d'avant et surtout, nous doutons de la réalité d'un retour à la normale. Pour les praticiens tels qu'il est, le personnel soignant, quand on ne l'est pas soi-même, on imagine difficilement ce que cette période peut signifier. Actuellement, le Covid, je vais rappeler quelques chiffres, c'est 32 000 contaminations par jour, 6 000 patients actuellement en réanimation, 500 admis toutes les 24 heures et des services de réanimation très tendus. Le Covid, enfin la Covid, puisque en ce moment c'est devenu féminin, c'est également les variants qui se sont propagés en France, surtout le variant britannique, bien sûr, et de plus en plus les variants sud-africains et brésiliens. Aujourd'hui en France, les personnes vaccinées représentent près de 13 millions qui ont reçu la première injection de vaccin. Et c'est d'ailleurs le sujet de la conférence que nous menons aujourd'hui, qui est le virus lui-même, ses mutations, son remède, à savoir la vaccination. Et est-ce que nous allons en sortir? Ce seront les questions qui seront posées certainement tout à l'heure au professeur Kakoub. En tant que Français de l'étranger, vous dépendez, nouveaux compatriotes, du plan de vaccination local. C'est-à-dire que vous dépendez du plan de vaccination suisse, ce qui est une chance quand on compare aux Français qui vivent dans des pays où les vaccins ne sont pas toujours disponibles et dont on ne sait pas quand ils le seront, et même s'ils le seront un jour. Pour eux, et cela concerne surtout les pays d'Afrique, la France devrait à un moment donné leur faire parvenir des vaccins, sachant que pour certains comme Pfizer, les moyens de transport et surtout de conservation sont essentiels. Vous dépendez, comme je disais tout à l'heure, du plan local suisse pour la vaccination, mais il existe pour vous une autre option. Si vous venez en France et vous faites partie de la population éligible, aujourd'hui c'est actuellement les plus de 55 ans, vous avez la possibilité de vous faire vacciner. C'est une avancée importante que nous avons réussi à obtenir de la part du ministère des Affaires étrangères. Néanmoins, certains d'entre vous, et je pense même la majorité, n'avaient pas de numéro de sécurité sociale en France. La garantie a été donnée par le ministère de la Santé que lorsque un Français de l'étranger vient en France et lors de sa vaccination, ils pourront être, une fois sur place, permettre la vaccination en pouvant bénéficier d'un numéro fictif. Malheureusement, on a eu beaucoup de retours de Français de tout pays du monde qui sont venus en France, et notamment des transfrontaliers, de venir se faire vacciner. Et malheureusement, certains d'entre eux n'ont pas pu se faire vacciner faute de carte vitale. Donc, j'ai interpellé dans le cadre d'un amendement le gouvernement à ce sujet il y a quelques jours. Si vous avez besoin de l'amendement, je demanderai à Sophie de vous le transmettre, de savoir pourquoi est-ce que, puisque le gouvernement nous a indiqué qu'il était possible d'avoir une carte avec un numéro fictif, pourquoi est-ce qu'on redemande encore aux Français qui viennent se vacciner en France et qui vivent à l'étranger, la raison pour laquelle on leur demande une carte vitale. Plus largement, toute cette période de ce pandémie qui ne se termine pas a été très intense, aussi bien au Sénat qu'à la SFE, comme l'a dit tout à l'heure et comme vous l'a rappelé Hervé. Je suis sénateur des Français de l'étranger et également présidente de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger. Le besoin d'information ne s'est jamais fait autant sentir qu'aujourd'hui. Les questions qui nous sont posées par les Français du monde entier sont très nombreuses. La fermeture des frontières a rappelé qu'elles existaient bel et bien et que les franchir n'était pas une évidence. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé des chroniques médicales avec le professeur Kakoub à l'Alliance solidaire des Français de l'étranger et l'un de ses confrères. Les situations dans le monde sont totalement diverses, comme d'ailleurs beaucoup de thèmes des Français qui vivent à l'étranger, et ils ont surtout besoin d'être rassurés au début de la pandémie, et même tout au long de la pandémie. Mais ils avaient aussi beaucoup d'actions concrètes, des médicaments, des masques, du gel hydroalcoolique. La SFE a aidé à transporter des médicaments. Nous avons mis en place une ligne dédiée aux conséquences de la pandémie qui a été très utilisée notamment au début. Ceci est d'autant plus important que dans le flot d'informations qui nous parvient de partout, il y a énormément de méfiance et de défiance vis-à-vis de la réalité du virus lui-même.
de l'industrie pharmaceutique, des médecins, des gouvernants, des vaccins. Les Français font d'ailleurs partie des populations qui s'en méfient le plus. Sur un sujet éminemment complexe, nous sommes tous devenus des spécialistes. Les gestes barrières de la contamination, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, si le vaccin est efficace ou non. Or, je ne suis pas médecin, certains d'entre vous non plus, et notamment la majorité. Et face à l'évolution de la pandémie, je pense que nous tous, nous devons consulter ceux qui connaissent les décisions qui sont prises en connaissance de cause. Non pas les spécialistes qui détiennent une vérité absolue, mais ils en savent certainement plus que nous, heureusement d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Patrice Kacoub, qui n'est pas simplement professeur de médecine, qui est également un patron de la Salpêtrière, il est aussi professeur interniste, spécialité qui, il vous le dira, je pense, et vous l'expliquera, a permis une certaine prise en charge des patients Covid au tout début de l'épidémie. Je lui laisserai la parole dans quelques instants. Nous répondrons, comme vous l'a dit tout à l'heure, Hervé Prêtre, à vos questions. Sachez qu'il s'agit pour le professeur Kacoub de répondre à des questions de santé et ne pas faire de commentaires sur du paramédical ou du politique, puisque lui, vraiment, il reste dans son secteur d'activité, la médecine. Il faut rester le plus concret, et le plus concret, c'est vraiment notre marque de fabrique à la SFE. Je vous remercie et je laisse Hervé Prêtre redonner la parole au professeur Kacoub. Oui, je fais juste un court intermède. Merci beaucoup, Evelyne, pour cette très belle intervention. On a déjà beaucoup de questions qui arrivent, donc on va pour ne pas perdre de temps. Comme c'est une vidéo qui vous est dédiée pour répondre à vos questions, on va passer, je passe rapidement la parole au professeur Kacoub et après on ouvrira très rapidement aux questions de nos chers auditeurs. Monsieur le professeur, c'est à vous. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Merci Evelyne pour l'introduction également. Et effectivement, je n'ai pas oublié qu'au début de la pandémie, donc au mois de mars 2020, la SFE faisait partie des structures qui nous ont aidés dans les hôpitaux publics français, notamment à la Pitié, à avoir du matériel, ce qui n'était pas si évident à l'époque, puisqu'on a été vraiment très tendu pendant quelques semaines sur le matériel pour prendre en charge les patients, une maladie nouvelle, d'un virus nouveau. Et donc, merci encore pour ce soutien de l'époque. Et donc, merci pour m'inviter à essayer de partager avec vous quelques éléments autour des mots-clés qui cassent les pieds de tout le monde depuis quelques semaines, que sont le virus, le mutant, le variant, c'est quoi, ça sert à quoi, ça marche comment, qu'est-ce que je risque, comment je fais avec les vaccins, sans les vaccins. Donc, j'ai mis un peu comme ça, de façon mélangée, les mots-clés. Et puis maintenant, je vais partager mon écran et essayer d'avoir un élément plus structuré pour que vous puissiez comprendre de quoi il retourne. Voilà. Et donc, normalement, vous voyez mon écran. Confirmez-moi juste que vous le voyez parce que moi, je ne vous vois plus. Voilà. Oui, c'est bon. C'est bon là? OK. Donc, on y va. Bienvenue dans le monde du virus, du mot virus, le SARS-CoV-2. Le titre, c'est « De la virologie aux implications cliniques ». Donc, c'est dans la vraie vie, qu'est-ce qui va se passer à partir de données virologiques. Ne vous inquiétez pas, on ne fera pas de la virologie très pointue, mais quand même, il y a des éléments à connaître. Donc, vous avez ici à gauche une très belle image en microscopie électronique du virus, qui sont les petits ronds bleus, qui vient attaquer, qui vient rentrer dans une cellule cible. Je vous dirai juste après ce que sont les cellules cibles, mais là, il rentre dans la cellule. Il va infecter cette cellule, donc tous les petits ronds bleus, c'est le virus. Et puis, il va infecter la cellule et se multiplier au sein de la cellule, puis à droite, ressortir de la cellule. Vous voyez le virus nouveau, tout nouveau, là, le petit rouge, c'est un nouveau virus, on appelle ça un virion, qui est né de la multiplication du virus originel à gauche dans la cellule infectée. Et pourquoi coronavirus? Vous vous rappelez, c'est parce qu'il a une tête en couronne là, avec des petites spicules, et c'est ça qui a donné le nom au virus, le coronavirus. Histoire très simplifiée, c'est pratiquement le Covid pour les nuls que je vous fais ce soir, mais c'est comme ça. Il faut rappeler les éléments essentiels. Voilà comment ça se passe. Ce virus nous infecte par les voies aériennes, essentiellement nasales et aériennes supérieures, puis il va aller le long de la trachée dans les bronches, va aller infecter notre poumon. Et donc, tout ça vous explique pourquoi les symptômes principaux de cette maladie, c'est une rhinite, une inflammation du nez, une perte de l'odorat, une anosmie, ou une perte du goût, une agueusie, parce que le virus circule dans cette zone-là quand il pénètre dans l'organisme.
Et puis dans les formes les plus graves, il y aura une atteinte pulmonaire comme sur le scanner en bas à droite, avec une atteinte qui peut être sévère et qui va faire toute la gravité de la maladie. Dans cette diapo également, un point très important, qui est le petit dessin à droite, qui est donc le petit virus avec sa couronne, et puis ce qu'on a appelé ACE2. ACE2, c'est un acronyme pour un récepteur, et c'est sur ce récepteur que le virus s'accroche pour rentrer dans la cellule hôte. Donc c'est crucial de bien comprendre ça. Pour rentrer dans la cellule, il faut qu'il utilise un récepteur. Une fois qu'il est rentré, il se démultiplie dans la cellule hôte. Il va laisser son ARN, là, c'est le code génétique, va sortir. Il va le dupliquer, il va le doubler, puis créer de nouveaux virus. C'est ça la machinerie de la réplication, la multiplication du virus. Gardez ça en tête, ça va être très important pour la suite de l'exposé. Très brièvement également, quand vous êtes infecté, voilà comment ça se passe. Le plus souvent, 30 plus 55%, 85%, vous n'avez pas beaucoup de symptômes. C'est une forme bénigne. Globalement, le Covid, c'est une maladie bénigne, très bénigne. Et même les 10% ici, dites sévères, ont très peu de mortalité, globalement. Donc, c'est uniquement les formes critiques là-bas en bas, qui sont des formes qui vont arriver en réanimation, qui, elles, sont très exposées aux complications, notamment pulmonaires, et qui font la gravité. Mais retenez quand même que globalement, cette maladie est très bénigne. Je reviens à mon virus. Et là, il y a des éléments qu'il faut connaître, autrement on ne comprend pas la suite de l'histoire, y compris pour les vaccinations, y compris pour les variants. Je vous ai dit donc ça, c'est le virus, avec sa fameuse couronne. Donc vous avez ici une membrane virale. Vous voyez ma flèche? Est-ce que ma flèche, vous la voyez? Très bien. Donc la membrane virale en mauve. Au milieu, à l'intérieur, l'ARN, donc le code génétique du virus, qui est l'espèce de filet bleu, là, de filin bleu, avec ces petites boules bleues, ça c'est de l'ARN viral. Et puis, à la périphérie de la membrane, les fameuses spicules, ce qui donne l'aspect en couronne. Et donc, tout ça sont des éléments importants. Pourquoi? Parce que c'est des protéines cruciales et pour la multiplication du virus et pour la défense contre ce virus. Je m'explique. Donc, ici, la petite spicule s'appelle la protéine S pour spike, protéine S. Ici, au milieu, la nucléocapside, c'est l'ARN, c'est la protéine N, comme Noémie. Et puis en mauve, la protéine M comme membrane. D'accord? Donc, 3 protéines très importantes. En bas de cette diapo, vous avez un gros plan en tridimensionnel de ce qu'est cette spicule. Pourquoi j'insiste de façon très importante sur cette spicule? C'est que c'est cette protéine-là qui accroche le virus aux cellules de l'hôte. S'il n'y a pas de spicule, il ne peut pas rentrer le virus. Donc cet aspect très particulier et tridimensionnel est crucial pour l'accroche du virus à son récepteur, la CE2. Et au sein de cette protéine structure tridimensionnelle, il y a en plus un sous-ensemble, pardon, c'est un peu technique, il y a une partie de ce récepteur qu'on appelle le récepteur binding domain, RBD, et qui est encore plus précis pour l'accroche sur la cellule hôte. Encore un peu technique, pardon, c'est un peu technique, mais on n'a pas le choix. Voilà l'ARN, donc le code génétique du virus. Vous voyez, c'est tout ça là. Il y a 30 000 nucléotides, donc 30 000 acides aminés. Donc ça c'est assez gros quand même. Et vous voyez qu'il y a 2 types de protéines qui vont être produites par la traduction de ce code génétique. Et les protéines sont marquées ici. La protéine S pour le spike, E pour enveloppe, N pour membrane et N pour nucléocapside. 4 protéines cruciales dites de structure. Et maintenant, on arrive à la fameuse histoire des mutants et des variants. D'abord, c'est quoi une mutation? Une mutation, c'est quand sur un acide aminé ici, un est remplacé par un autre. Donc, un acide aminé qui porte un nom, peu importe lequel, est remplacé par un autre. Et ça se présente tout le temps dans une vie d'un virus. Un virus, il passe sa vie à se multiplier. Donc, il fait ce que je vous ai dit, il rentre dans la cellule, l'ARN sort, il est dupliqué, puis il refait du virus. Dans cette manœuvre de réplication du virus, il y a des erreurs qui sont faites.
voyez, les erreurs pour le SARS-CoV-2 ne sont pas très nombreuses. Hein. C'est 1 à 2 nucléotides par mois. Très peu. Mais c'est normal. Qu'il se trompe, c'est normal. Il se trompe, mais comme il aime le virus, il a des enzymes pour corriger ses erreurs. Et donc, l'acide aminé qui était passé de E à V, ben, il va le remplacer pour le remettre en E, quand tout se passe bien. Et parfois, ça se passe mal. C'est-à-dire que l'erreur n'est pas corrigée. Une erreur pas corrigée, c'est une mutation. Une erreur pas corrigée, c'est une mutation. Donc, vous avez compris que, naturellement, je vais avoir des mutations. Maintenant, ce n'est pas la mutation qui a un problème. C'est que les mutations peuvent avoir une conséquence ou pas de conséquence. Quand il n'y a pas de conséquence, on s'en fiche complètement. Malheureusement pour nous, pour le SARS-CoV-2, il y a certaines mutations qui vont modifier ce qu'on appelle l'immunogénicité, c'est-à-dire en fait la capacité qu'a le virus d'échapper à la réponse immunitaire normale de l'hôte, ce qui va avoir des conséquences pour la transmission du virus et pour l'éventuelle mortalité. Vous voyez que ces mutations ne sont pas fréquentes, mais elles seront d'autant plus fréquentes qu'il y a plus de virus qui circulent et qu'il y a plus de réplication virale. Plus je réplique, plus je risque de faire des mutations. Et plus j'ai déjà infecté, plus je risque d'avoir des mutations. Et comme depuis le début de l'histoire, c'est-à-dire mars 2020 en Europe, mais en fait été 2019 en Asie du Sud-Est, il y a des millions de gens qui ont été infectés, ce virus a beaucoup circulé et donc a beaucoup muté. Il y a des mots que vous allez voir, je ne comprenez rien, vous dites je ne comprends rien, c'est quoi ce N, ce V, ce E. Je vais de vous expliquer en 3 mots comment ça se passe pour les 3 variants majeurs. Pardon. Que vous avez, que Evelyne Renaud vous a décrit tout à l'heure, le variant anglais à gauche, le variant SA pour sud-africain au milieu, et le variant BR pour brésilien. Vous avez ici toujours le code génétique, le fameux code génétique, le génome du virus. La bande là, de colorée en bas, c'est ça. L'encadré ici, il n'est pas par hasard. Dans cette zone du génome viral, vous avez la zone dite RBD, celle qui code pour la fameuse protéine qui va permettre l'accroche du virus sur la cellule hôte. Et donc, au sein de cette zone-là, il y a des mutations qui sont apparues. Commençons par le variant anglais. Vous voyez qu'ici, il y a le variant la mutation N501Y. OK. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez que le variant anglais, c'est tous les chiffres en noir là, qui sont ici. Donc, il y a plein de mutations. Et parmi toutes ces mutations, il y en a une qui est particulière, c'est la N501Y, parce qu'elle augmente la contagiosité du virus. Ça, c'est pour l'anglais. Pour le sud-africain, en haut, vous voyez en noir ici, il y a 3 mutations particulières ici, dans cette zone particulière. Il y a la N501Y comme le variant anglais. Il y en a une de plus que l'anglais n'a pas, qui est la E484K. Et celle-là a été montrée comme attachée à une augmentation de la mortalité. Et maintenant, le brésilien en vert en bas, il a quoi? Il a la N501Y comme l'anglais et comme le sud-africain. Il a 484K comme le sud-africain. Et il a en plus une K417. Donc, vous comprenez bien que finalement, ces différents variants ont des points communs. L'anglais, le sud-africain, le brésilien ont des points communs de mutation et ont des points différents de mutation. Et c'est en partie ça qui va expliquer leur contagiosité supérieure, leur réponse ou pas au vaccin, ou leur mortalité supérieure. Je continue. Pour être encore plus clair, le petit schéma ici, je trouve très joli parce qu'il vous montre la protéine Spike, là, vous savez, la spicule, comme une espèce de pied d'éléphant ici, et son récepteur ici, la CE2. Vous voyez ce qui est marqué ici en hachuré, c'est les petites zones rouges, c'est les protéines qui ont muté, donc les protéines sont différentes. Et vous comprenez que si la protéine ici hachurée est différente, elle ne va pas s'accrocher de la même façon sur le récepteur. Et bien, cette protéine mutée, c'est la 484K, et l'autre, c'est la N501Y. Vous comprenez que si on modifie la mécanique d'attache du virus à son récepteur, la conséquence de la maladie et de ce qui s'ensuit va être très différente. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà sur une diapo résumée que je viens de vous dire. Nos 3 variants, le UK à gauche,
le sud-africain, le brésilien à droite, le nombre de mutations pour chacun de ces variants et le nombre de mutations présentes sur la protéine spike, 8, 9, 10. Peu importe les noms, là, vous allez oublier. Regardez en bas de la diapositive. Là, le variant anglais, c'est plus de 50% d'augmentation de la transmissibilité. Ça s'appelle la contagiosité en français. Et on sait maintenant que c'est vrai également pour le sud-africain et le brésilien. La mortalité, c'était concern raised il y a quelques semaines. Maintenant, on sait qu'en tout cas pour le sud-africain et le brésilien, c'est augmenté. Et l'échappement immunitaire, c'est que notre processus de défense immunitaire personnelle va être mis en échec. C'est vrai pour le sud-africain et le brésilien, sans doute un peu moins vrai pour l'anglais. Comment est-ce qu'on fait pour détecter les variants? Comment est-ce qu'on fait en pratique? C'est faussement simple, je vous explique. On fait comme d'habitude, la fameuse PCR, ça tout le monde connaît ça maintenant, la PCR. Le monde entier connaît la PCR. Cette méthode qui permet de mettre un espèce d'écouvillon qui va au fond de vos fosses nasales, là, qui va vous titiller les fosses nasales. On va prélever ici dans les fosses nasales, on va extraire ce qui est dans ces fosses nasales, extraire l'ARN et l'amplifier, qui a multiplié in vitro, donc au laboratoire, l'ARN qui est présent dans les fosses nasales. Ça, c'est une PCR classique. Et puis après, à partir de cette PCR, on a un premier test de criblage, qui est un test assez simple qui se fait dans n'importe quel laboratoire, où il y a des sondes spécifiques qui permettent de repérer s'il y a ou non la présence de ces variants dans le prélèvement du patient. Et ça, c'est un test de détection. La certitude vient de ce qu'on appelle le séquençage NGS, c'est-à-dire qu'on séquence l'ensemble du génome du virus pour un patient donné. Et là, on a la certitude qu'il y a le variant ou qu'il n'y a pas le variant. Donc, pour détecter, c'est à droite, pour être sûr, c'est à gauche. Et pour des raisons techniques et de coût, on ne peut pas faire tout le monde en séquençage complet, en tout cas en France. Les Anglais l'ont fait, les Français ne le font pas. Donc nous, on passe par un système de criblage, puis séquençage, quand on pense qu'il y a un doute sur le criblage. Quelques mots pour vous dire à quel point on en est, à quel point on en est aujourd'hui de ces différents variants. Donc, le premier, le UK, apparu le 20 septembre, c'est quand même pas très vieux, hein. Ça fait à peine 6-7 mois. Hein. Premier cas d'infection dans le Kent, dans le sud de l'Angleterre. Maintenant, on a plus de 100 pays qui sont touchés par le variant UK. Et en France, aujourd'hui, plus de 95% des virus qui circulent sont des variants anglais. On n'a presque plus que ça, nous, en France. Ici, c'était la courbe de croissance des variants anglais dans les différentes zones d'Angleterre, puis en Belgique. Et maintenant, tous les pays qui ont du UK, finalement, le variant devient dominant. Ce qui vous verrez par la suite est, à mon avis, plutôt une bonne nouvelle. Mais donc, pour vous dire que 95% des variants aujourd'hui qui circulent en France sont des variants anglais, et on sait qu'ils sont plus transmissibles. Et je vous ai dit, il y a 2 papiers récents venant du Royaume-Uni qui montrent que la mortalité avec ces variants est augmentée. Ce qui n'était pas clair au début est clair maintenant. Un petit snapshot sur le variant sud-africain, apparu, ou en tout cas détecté en octobre 2020. Donc là aussi, c'est très récent, dans la région du Cap, donc de sud de l'Afrique du Sud. Et puis, alors, pourquoi ou comment ces variants sont apparus? Il n'y a pas de certitude, mais il y a 2 hypothèses. C'est que soit il y a un échappement immunitaire, soit il y avait un patient qui était immunodéprimé, qui a porté très longtemps le virus, et que ce virus a muté chez cette personne qui était immunodéprimée. N'empêche que ce variant sud-africain, il a les 2 mutations qui sont très ennuyeuses, la transmission, 501Y, et l'échappement immunitaire, 484K. Et donc, le sud-africain, ce n'est pas un bon variant du tout. Donc, ce variant a diffusé en Afrique par contiguïté, on peut dire, puis maintenant un peu partout dans le monde. En Europe, pour l'instant, il est resté relativement peu diffusé, sauf Autriche, Italie, en tout cas dans le Tyrol, un peu en Belgique, aux Pays-Bas. Et ce qu'on pense, en fait, c'est que s'il n'a pas pris tant que ça de place dans les pays d'Europe de l'Ouest, en tout cas, c'est parce qu'il y a une co-circulation du virus UK et du virus sud-africain. Et que par chance pour nous, le UK a gagné cette bataille. Et qu'aujourd'hui, le sud-africain, en tout cas en France, ça représente moins de 5% des variants qui circulent. 4%, je crois, pour être précis.
Le brésilien, janvier 2021, donc encore plus récent. Un touriste japonais qui revient du Brésil. On trouve beaucoup de mutations, notamment la 484K. Et puis, quand on va creuser un peu plus, nos amis brésiliens ont creusé. Ils se sont rendus compte qu'à Manaus, il y avait eu une grande poussée d'infection Covid. Et ils ont testé les patients et ils avaient ce variant un peu particulier brésilien. Donc, celle-là, vous l'avez déjà eu, donc je ne la répète pas, mais retenez juste la partie basse de la diapositive. Donc, le UK, transmissibilité augmentée et mortalité augmentée. Le sud-africain, transmission et puis frein pour la vaccination, je vais en parler juste après. Et puis, pareil pour le brésilien. Alors, je ne vais pas vous faire tout le cours sur les variants. Ce n'est pas un cours de virologie, mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres variants. Hein. Et tout le monde s'intéresse, et les virologues font ça tous les jours. Il y a un variant à New York qui a une tronche bizarre, il y a un variant breton, et puis on a un variant indien maintenant qui est sorti depuis quelques jours. Donc, il y a plein de variants. Et on ne sait pas encore aujourd'hui ce que sera le profil des variants dans 3 mois, dans 6 mois, en France ou en Europe. Hein. Les variants, voilà notre problème, c'est ça les variants. Ça, c'est les courbes courbes de mortalité induites par le trait gris en bas, c'est la souche originelle de Wuhan, la souche chinoise, avec le temps. La souche rouge, c'est celle pour lesquelles la mortalité augmente de 50%. Alors, OK, ça monte 50%, donc on passe de 50 à 100, très bien. Et ce qui est plus ennuyeux, c'est celle-là, c'est la courbe orange. Parce que celle-là nous dit que quand on augmente, quand une souche est plus transmissible, plus contagieuse, mécaniquement, elle va augmenter la mortalité. Et de façon exponentielle. Donc celle-là est très ennuyeuse. Un mot sur les vaccins pour finir. C'est quelles conséquences ça a pour notre position par rapport aux vaccins. Alors j'insiste sur le fait que c'est une situation qui est très évolutive et qui n'est pas consolidée, comme on dit dans le business. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai dans 3 semaines. Et ce n'était pas vrai il y a 2 mois. C'est comme ça. On a été obligé de s'adapter nous aussi très vite dans l'histoire du Covid parce que les vérités évoluent très vite. Il ne faut pas être trop figé sur les vérités. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la sensibilité au vaccin du variant sud-africain, d'abord du variant UK, pas de souci pour le variant UK, avec pratiquement tous les vaccins, on va en parler. Pour le sud-africain, qui est quand même ce qui nous pose problème aujourd'hui, la sensibilité semble conservée, en tout cas pour les vaccins à ARN, c'est-à-dire en pratique le Pfizer et le Moderna, puisque la diminution de sensibilité n'est que de 30%. Donc on a 70% qui est maintenu, ce qui est pour nous très satisfaisant. Ce n'est pas la même histoire pour les vaccins, les autres vaccins, des vaccins dits à vecteur viral. Le GNG, l'Astra, en gros, on a une baisse d'au moins 50% de la sensibilité, voire de 90% pour l'Astra. Novavax, 50%, et pour le russe et le chinois, on n'a pas de données. Donc, impossible de savoir. Donc, vous comprenez bien que ça, c'est un point crucial pour les primo-injections et encore plus pour les secondes injections de vaccination. Et c'est pour ça que maintenant, on conseille aux gens qui ont eu une première injection Astra de recevoir une seconde injection avec un vaccin à ARN, non tant pour les protéger contre les accidents thrombotiques qui sont rarissimes, que pour qu'ils aient une protection efficace vis-à-vis du variant sud-africain. Est-ce que vous voyez la différence? Et donc, c'est un élément crucial à garder en tête, car encore une fois, l'histoire n'est pas finie, la messe n'est pas totalement dite. Il y a plusieurs scénarios en suspens aujourd'hui, on est en avril 2021. Est-ce que la bataille entre le variant UK et sud-africain va continuer, ou est-ce qu'à force, le UK va prendre toute la place et le sud-africain va disparaître de la circulation, ce qui serait une très bonne nouvelle, vous avez compris maintenant pourquoi. Donc, est-ce que ça passe par un frein virologique? On ne sait pas pour l'instant. Autre version moins sympathique, est-ce que le sud-africain va prendre la place du UK, va devenir dominant, et dans ce cas-là, on va être embêté par rapport à l'échappement immunitaire? Et quelles seront les places des autres variants? Le breton, le new-yorkais, l'indien, et je ne sais quoi encore. On ne peut pas répondre, on ne sait pas aujourd'hui. Les messages quand même, pour finir cette diapo de conclusion, les messages quand même, c'est que l'apparition des variants, et vous avez compris comment ils sont apparus,
a entraîné clairement une plus grande transmission virale. Ça, c'est clair. Que certains d'entre eux, peu ou prou, entraînent un risque d'échappement immunitaire et donc la possibilité de la porte ouverte pour une réinfection virale. Troisième élément, il y a un risque d'échappement vaccinal, ou plutôt de mauvaise protection par rapport à tel ou tel vaccin, par rapport à tel ou tel variant. Je ne parle pas des anticorps monoclonaux, c'est hors sujet pour ce soir. Et puis, retenez aussi que certains variants entraînent une plus grande mortalité. Et donc, il est crucial que les médecins, les virologues, les épidémiologistes aient une surveillance en temps réel moléculaire pour suivre l'histoire des variants et nous adapter dans la prise en charge des patients, à la fois en curatif, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, et surtout en préventif par rapport aux différentes stratégies vaccinales. Voilà, j'espère que j'ai répondu à une partie de vos questions, que c'est plus clair maintenant pour vous l'histoire des variants, des mutants et des conséquences que cela a pour nous au quotidien. Et puis, je vais essayer de répondre aux plusieurs questions que vous aurez posées sur le chat. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'était vraiment très intéressant. Nous avons beaucoup de questions. J'en ai gardé une pour le début qui est peut-être un peu candide. Vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Oui. C'est que, vu que le virus attaque par les voies nasales, est-ce que le fait de faire ce qu'on conseille pour les personnes qui ont les polypes, par exemple, de faire des douches nasales avec du sel marin ou avec de l'eau de Javel médicalisée, peut arriver à tuer le virus? Parce que ça, j'ai entendu un petit peu. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que ça peut aider? Je ne voudrais pas faire une allusion trop lourde à l'ancien président américain sur ces techniques de destruction J'y pensais justement. Très propre. Non, oubliez tout ça, oubliez tout ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, laissez tomber les lavages nasaux, etc. Non. D'accord. On va pas la bonne méthode. D'accord. Je vais prendre très rapidement, puisqu'on a beaucoup de questions, je vais prendre la première et après, je vais passer à Louis et Marie-Laure, le soin de prendre les autres. Donc, on a une question de Gérard. Pourquoi cette inoculation immunisante provoque-t-elle parfois des effets indésirables? Ah, les vaccins, vous voulez dire? Je vous ai lu la question. J'avoue que pour moi, c'est un peu… Je traduis la question en disant pourquoi ces vaccins donnent des effets indésirables? Parce que les vaccins, ce n'est pas de l'eau, c'est un médicament, le vaccin. Moi, je ne connais pas de vaccin, ça fait 40 ans que je fais de la médecine, mais je ne connais pas de médicaments en général qui n'ont pas d'effets secondaires. Donc, un vaccin, c'est un médicament. Tous les médicaments de la Terre donnent des effets secondaires. La question n'est pas celle-là, à mon avis, c'est quelle est la dangerosité de ces effets secondaires? Petit 1. Petit 2, quel est le bénéfice du vaccin par rapport au risque de l'effet secondaire? Et là, je ne voudrais pas faire, parce que c'est carrément encore une demi-heure de discussion, si on commence à rentrer dans la tolérance des vaccins. Mais aujourd'hui, tous les experts, français, européens, américains, tous, et britanniques y compris, ont tous conclu, malgré les effets secondaires qui ont été rapportés récemment sur les thromboses, que le rapport bénéfice-risque est très, très largement supérieur au risque. C'est-à-dire que le bénéfice est tellement important, la protection vaccinale, que les quelques effets secondaires qui existent, encore une fois, on ne nie pas, sont minoritaires, pas largement. D'accord, je vous remercie. Marie-Laure, Louis, vous voulez poser les questions suivantes? Oui, alors en fait, donc il y a beaucoup de personnes qui sont présentées avec plusieurs questions qui étaient un peu plus simples, disons peut-être moins appropriées à cette thématique. Donc j'ai choisi 3 questions là. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ah, d'accord. Alors tout d'abord, Madame Élise Rouby-Brunier, qui remercie le docteur Kakoub pour ses informations très intéressantes et le fonctionnement du virus et des vaccins. Elle demande au docteur Kakoub, elle a constaté aujourd'hui que la Confédération a signé un contrat avec Roche sur l'acquisition de doses d'anticorps monoclonaux conçus pour le traitement de ce coronavirus, combinaison casirivimab et imdevimab. Quelle est l'efficacité de ce traitement? Je suis sûr qu'on ne rentre pas dans ces questions-là. Enfin, je peux répondre, ce n'est pas la question, mais c'est extrêmement technique. Ça nous amène à un quart d'heure de discussion. Oui. Et, pardon, c'est presque, je pense que c'est un peu hors sujet par rapport au thème de ce soir. Ok. Alors voilà, Madame Brunier, vous aurez cette réponse de Monsieur Kakoub. Oui, excusez-moi. Alors ensuite, nous avons Monsieur Grégory Rome. Pourquoi la CFR, Case Fatality Rate, est différente d'un pays à l'autre, approximativement 2% en France, 0,7% en Israël,
en Suisse, et que pouvons-nous en déduire sur les infections cachées, non identifiées? Quelle est, selon vous, la meilleure estimation de l'IFR, Infection Fatality Rate, référence à l'étude du professeur Ioannidis de 2020? Ça, c'est une vraie question. La vraie question, c'est comment on analyse les chiffres de mortalité dans une maladie comme le Covid, dont on peut rappeler quand même que la moitié de ces maladies ces infections sont asymptomatiques. D'accord? Donc, il y a un patient sur deux qui est infecté, qui n'aura pas de symptômes. Donc, par définition, lui, on ne le compte pas dans les statistiques puisqu'on ne l'a pas vu. Donc, première remarque. Deuxième remarque, c'est que je préfère les chiffres qui rapportent la mortalité, morbidité au taux de population. Parce que Israël, 8 millions d'habitants, la France, 65 millions d'habitants, et ainsi de suite. Donc, avoir des nombres absolus de mortalité, pour moi, ça rime à rien, quoi. Donc, rapporter un nombre de gens infectés sur une population donnée, ça a du sens. Une mortalité sur une population globale, ça a du sens. Mais je vous dis encore une fois que n'oubliez pas, dans ces chiffres de mortalité, il faut diviser par 2, puisque la moitié des autres sujets ont été infectés, ne rentrent pas dans les statistiques, puisqu'ils sont asymptomatiques. Oui. Je peux prendre le relais avec une ou deux questions? J'ai encore une question. Louis, si ça va, que j'ai noté. Court, parce qu'on a énormément de questions. Si tu peux les résumer, prendre des questions les plus courtes, merci. Alors là, les plus courtes, Zaya Mezi, on parle maintenant du variant indien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les symptômes du variant indien? Alors, je vais vous dire ce que je sais pour l'instant. Ce que je sais, c'est peu de choses parce qu'on vient de l'apprendre il y a 4 jours quand même, le variant indien. Donc, on est dans l'actualité, c'est bien, c'est le 20h. Donc, oui, justement. C'est parfait, mais je ne suis pas PPDA. Donc, dans ce qu'on sait, c'est qu'il y a une espèce de poussée d'infection là en Inde qu'il n'avait pas eu avant. Il y a plus de 200 000 infections par jour en Inde aujourd'hui, donc c'est colossal. Certes, c'est un pays d'1,5 milliard d'individus, mais ils n'avaient pas eu ça avant. Et que, comme je vous l'expliquais au début de l'exposé, plus le virus circule, plus vous risquez de générer un variant. Et donc là, vous avez 200 000 nouveaux patients chaque jour en Inde, donc vous démultipliez les infections, et donc vous augmentez le risque. Et donc, quelque part, c'était quasi attendu qu'on allait avoir un variant indien. Et on ne sait pas du tout pour l'instant s'il est plus contagieux, s'il est plus mortel, on ne sait pas. Et je ne suis pas sûr qu'à ce jour, on ait beaucoup de variants indiens qui a été séquencés en France. Pour l'instant, c'est nos collègues indiens qui ont repéré ce variant. On va voir. Oui. Alors, merci beaucoup pour ces réponses. Merci pour vos questions. Et je passe la parole à Louis. Merci. J'espère que vous m'entendez, professeur. Très bien. Très bien. Alors, on a des questions qui s'adresseront aussi à Madame la sénatrice. Juste avant ça, 2 très concrètes pour vous. La première, un muscle contusionné peut-il recevoir un vaccin par voie intramusculaire? J'ai lu ça parce que j'ai regardé les chats aussi. J'ai lu, mais celle-là, on a assez de muscles dans notre organisme pour ne pas aller injecter là où il y a déjà un traumatisme. Donc, voilà quoi. Mais la tolérance musculaire, elle est excellente. Enfin, vous avez au mieux ou au pire, si je puis dire, une petite douleur pendant 24 à 48 heures et puis c'est tout, c'est la fin de l'histoire. Donc, très bien. Et du coup, deuxième question de Madame Madeleine Winkler-Duclos. Vous en avez déjà un peu parlé, mais je pense que c'est une très très bonne question d'un petit peu rafraîchir la mémoire. Si on est vacciné avec Pfizer, est-ce qu'on pourra se faire des rappels plus tard avec Moderna et vice-versa? Donc en fait, la question, c'est plutôt est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? On va pouvoir passer de l'un à l'autre et même des uns aux autres. C'est déjà le cas, puisqu'aujourd'hui, les recommandations pour ceux qui ont eu de l'Astra, donc qui est un vaccin à vecteur viral, qui n'est pas de l'ARN, en première injection, il est conseillé maintenant de faire un second avec un vaccin ARN, donc Pfizer ou Moderna. Pourquoi? Pour la raison que je vous ai donnée, c'est-à-dire que ces deux-là protègent mieux contre le sud-africain et le brésilien. Mieux que l'Astra. Donc on a déjà franchi le cap de passer d'un mode de vaccination à un autre mode. Et a fortiori, d'un ARN pour un autre ARN, je ne vois pas où est le problème. Donc oui, la réponse est oui, bien sûr. Très bien. J'ai un seul message, en fait. Faites-vous vacciner. Et bien justement, faites-vous vacciner. Il y a 3 messages. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Voilà. Très bien. Alors, juste pour clarifier ce triple message, une question de Franck Barbier. Existe-t-il une alternative
au vaccin par des médicaments traitant ou des symptômes qui peut-être peuvent alléger certains maux ou certains Que les symptômes. choses soient claires. Nous n'avons pas de traitement antiviral pour le SARS-CoV-2. Mais je vous rappelle, de façon générale, on a très peu de médicaments antiviraux dans la pharmacopée mondiale. On a beaucoup de médicaments contre les bactéries, contre certains parasites, mais contre les virus, on a très peu de médicaments. Donc, voilà, on n'a pas de médicament antiviral actif vraiment contre le SARS-CoV-2. Donc, on n'a pas de traitement curatif contre cette maladie virale. Raison de plus pour pousser contre le traitement préventif qui est la vaccination. Très bien, merci. Peut-être Peut-être qu'on passe Hervé aux ou… questions. Oui, je ne sais pas si tu veux la faire ou je peux poser la Vas-y, question à vas-y, Madame je la t'en prie. sénatrice. Donc, il y a deux questions qui la concernent, comme ça, le professeur Kakou peut se reposer une minute. La première question pour Madame la sénatrice, c'est est-ce que notre famille, qui vient de Jean-Marc, est-ce que notre famille peut également se faire vacciner en France? Et la deuxième question pour Madame la sénatrice, qui vient d'un spectateur anonyme, pourriez-vous répéter la procédure pour avoir un numéro de sécurité sociale fictif afin de pouvoir se faire vacciner en France en tant que Français habitant en Suisse? Alors, en réponse à la première question de Jean-Marc Lerminet, est-ce que notre famille peut également se faire vacciner en France? Si vos enfants sont français, oui, bien sûr. Par contre, si votre femme est suisse, par exemple, à ce stade, malheureusement, nous n'avons pas la réponse. Mais comme beaucoup de Français installés à l'étranger nous ont posé la question, je vais cette semaine poser la question au ministère des Affaires étrangères et dès que j'ai la réponse, je la transmettrai à Hervé Prêtre qui ne manquera pas de la transmettre à nos interlocuteurs français installés en Suisse. Concernant la deuxième question, c'est-à-dire quelle est la procédure pour avoir un numéro de sécurité sociale fictif? Alors, il n'y a pas de procédure. En principe, vous vous présentez au centre de vaccination, on doit vous accepter et les personnes qui s'occupent de l'accueil créeront un numéro de sécurité sociale fictif qui est bien entendu valable uniquement pour la vaccination et pour ne pas bloquer le processus de télétransmission des données à l'assurance maladie. C'est en tout cas ce que le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, à l'occasion d'une réunion qu'on a fait avec lui au début du mois de mars, réunion à laquelle participaient tous les parlementaires, il nous a affirmé que effectivement les Français qui vivaient à l'étranger pouvaient venir en France pour se faire vacciner dans la mesure où ils correspondent à la vaccination, c'est-à-dire aujourd'hui les plus de 50 ans. Malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les centres ne sont pas au courant. Mais par contre, si vous rencontrez le problème, vous vous êtes présenté en France, on ne vous a pas accepté, prévenez immédiatement Hervé Prêtre et nous, on demandera une intervention spéciale au ministère en demandant ce qu'ils font actuellement alors qu'ils nous ont tenu des promesses. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Marie-Laure, tu veux continuer sur des questions courtes ou tu veux que je continue comme tu préfères? Oui, une petite seconde, juste voilà. Alors là, oui, alors une question. Pardon, je vais la prendre en bas. De Madame Axel. J'en ai une qui est importante, excuse-moi, je vous interromps. Il y a une question qui est importante qui est posée sur le chat qui est quid des femmes enceintes? La vaccination chez les femmes enceintes. C'est une question très importante qui est souvent posée et je me permets de prendre la parole, pardon. Pour expliquer que oui, maintenant on peut. Ce n'était pas le cas il y a 2 mois, on n'avait pas de données, mais maintenant on a les données et les femmes enceintes peuvent recevoir après le premier trimestre, ou dans le 2e ou 3e, le vaccin Pfizer. D'accord. S'il y a une femme enceinte, et oui, il est conseillé qu'elle soit vaccinée, elles peuvent l'être après le premier trimestre et par du Pfizer. J'ai une autre question, je vous fais les questions-réponses directes, Marie-Laure. Non, mais j'ai une question là, si je vous avais fini. Allez-y, allez-y. Monsieur Jean-Pierre Abadi, est-ce que le nombre plus important de personnes qui ont reçu une première dose peut stimuler la génération de nouveaux variants? Est-ce que donc les gens qui ont reçu une première dose peut, dans l'intervalle j'imagine, dans l'intervalle de la deuxième dose, est-ce qu'il y aurait une mutation du virus entre la première et 2 ou 3e dose? Non, surtout non, pas du tout, pas du tout. Au contraire même, au contraire, parce que en fait, il faut comprendre qu'entre le moment où on injecte le vaccin et le moment où notre corps produit
les anticorps et la réponse cellulaire, donc la réponse immune qui va nous protéger, il se passe plusieurs jours, mais ça se fait progressivement. Ce n'est pas le lundi, je n'ai pas d'anticorps, le mardi, j'en ai plein. Donc, c'est progressivement que ça se met en place. Et donc, entre la première et la seconde injection, l'immunité s'installe progressivement. Et donc, comme elle s'installe, elle protège les gens déjà, partiellement. En protégeant les gens, elle évite au virus de circuler. Et donc, elle évite le développement de variants. Donc, c'est exactement l'inverse. C'est le fait d'avoir vacciné beaucoup de gens à une injection, c'est le modèle anglais, qui est un très bon modèle. Les Anglais ont fait le pari de vacciner 30 millions de personnes une dose, plutôt que 15 millions deux doses. Ils ont eu raison, puisqu'ils ont cassé la circulation du virus, ils ont protégé 30 millions de personnes, et ils ont ouvert maintenant les bars et les restaurants. Donc, ils ont eu raison. Oui. Peut-être une question que j'ai qui pourrait être répondue à la fois par vous, professeur, et par vous, madame la sénatrice, qui est posée par Magali Marpeau. Je trouve que c'est une bonne question qui est en lien avec les JO. On nous demande si on doit s'inquiéter de l'émergence prochaine d'un variant japonais et le brassage international indissociable d'un tel événement. Donc d'un côté, oui, on réouvre les terrasses en Suisse, il y a des événements, il y a une vie sociale, ça c'est indéniable. Donc les JO, ça va être un gros événement. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être d'un point de vue médical pour faire un peu de prévention? Et puis bien sûr, d'un point de vue un petit peu aussi politique, préventif, madame la sénatrice. Du coup, monsieur le professeur, d'abord peut-être… Sur le plan médical, je vais répondre, puis après je laisserai Evelyne Renaud, Garabédian répondre sur la partie stratégico-politique. Et sur la partie médico-scientifique, j'ai des chiffres pour vous. Les Japonais, c'est parmi les meilleurs élèves du monde sur l'histoire Covid. Les chiffres aujourd'hui du Japon, c'est 34 décès par jour. Sur un pays de 200 millions d'habitants, Evelyne, à peu près, au Japon, 34 décès par jour. Donc, le virus ne circule pas chez eux aujourd'hui. Donc, la vraie difficulté, ce n'est pas est-ce qu'il y a un variant japonais? Il n'y aura pas de variant japonais, parce qu'il n'y a pas de virus qui circule. En revanche, le danger qu'il y a, c'est quand les milliers de sportifs vont arriver sur place de dizaines de pays différents, là, l'histoire va être un peu différente. Evelyne? Voilà. Oui. Je serais bien incapable politiquement, avec le peu de recul que nous avons, de pouvoir porter un jugement sur cette situation-là. Je laisse nos gouvernants se prononcer sur ce sujet. Moi, je suis bien incapable. Je préférais que le professeur réponde à une question que j'ai vue passer qui était intéressante. Je suis vacciné, est-ce que je peux être porteur du virus? Voilà, je reviens là. Voilà. Non, si vous êtes vacciné, vous ne pouvez pas être porteur du virus, puisque j'ai dû rater quelque chose dans le message, si on pose la question. Quand vous êtes vacciné, vous avez produit un anticorps, entre autres, un anticorps dirigé contre la protéine spike, la protéine qui accroche le virus à la cellule. Et donc cet anticorps va se mettre devant le pied d'éléphant, là, la protéine spike, et empêcher celle-ci de s'accrocher à la cellule. Donc le virus ne pourra plus rentrer dans la cellule. Donc le virus qui ne rentre pas dans la cellule, il meurt. Parce que pour vivre le virus, il faut qu'il rentre dans une cellule, qu'il utilise sa machinerie et qu'il fasse des petits virus. S'il reste dehors à la porte, s'il ne rentre pas dans la maison, il va mourir. Donc le virus, il va rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais il ne restera pas 3 jours. Donc si vous êtes vacciné, vous êtes protégé. Et là, je ne vous ai parlé que de la réponse dite à anticorps. Je ne vous ai pas parlé de la réponse immune qui passe par des cellules un peu particulières, des lymphocytes particuliers, qui eux aussi viennent empêcher le virus de rentrer. Donc, pour plein de raisons différentes, le virus ne peut pas rentrer dans votre cellule et donc ne pourra pas être transmis aux voisins. Moi, je vais vous poser 2 questions en même temps. Une de René, quelle est la durée d'efficacité des vaccins? Et une d'Isabelle qui la rejoint. A-t-on besoin pour le Pfizer d'une 3e injection dans 6 mois? Ah, c'est la question à $1 million, celle-là. C'est la question à $1 million, voire plus, voire peut-être $1 milliard d'ailleurs, parce que c'est la question. Alors, combien de temps dure la protection? Et je reviens à mes deux facettes. Il y a la fraction qui est anticorps, puis la fraction qui est cellulaire. Quand on parle dans la presse, généralement, on ne parle que des anticorps, ce qui est une erreur, parce que l'autre partie protège également. Et comme on ne la mesure pas au quotidien, on n'en parle pas. Si je raisonne que sur les anticorps, on sait que les anticorps post-vaccinaux restent au moins 6 à 9 mois chez les vaccinés.
Donc ça, on le sait. Pourquoi on le sait? Parce que les premiers vaccinés, c'était avant l'été 2020. Et donc le recul maximum qu'on a de persistance de la protection, c'est le recul des premiers vaccinés, c'est-à-dire avant l'été 2020. Donc on sait que ceux-là, encore aujourd'hui, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, des anticorps. Est-ce que ça va durer 12 mois, 18 mois ou 24 mois? Personne ne sait répondre aujourd'hui. Et pour cause, on n'avait pas le vaccin il y a un an. Donc on peut pas savoir. La tendance quand même des chercheurs, c'est de penser que ça va quand même diminuer avec le temps. Et qu'en diminuant avec le temps, si on ne se raisonne que sur les anticorps, il faudra peut-être faire un rappel de vaccin à un délai qui n'est pas défini aujourd'hui. Pour vous illustrer ça, il y a un chiffre que vous pouvez retenir. Israël, qui a quand même pris beaucoup d'avance dans la stratégie dans cette maladie et dans les vaccinations, a commandé 15 millions de doses de vaccins pour septembre 2021 pour pouvoir revacciner sa population. Donc eux, ils ont fait le pari qu'il y aurait besoin d'un rappel à 8 mois, 9 mois ou 1 an. Mais pour l'instant, scientifiquement, personne ne peut répondre. Louis, tu veux faire la dernière série de questions? Moi, j'ai une petite question. Alors, ce que je fais, c'est que je laisse Marie-Laure faire une petite dernière question et puis je ferai une petite conclusion après. J'ai juste une question intéressante. Un spectateur anonyme qui demande qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en est de la validation des vaccins pour les moins de 15 ans. Donc, j'étendrai la question où est-ce qu'on en est sur la vaccination par tranche d'âge et qui semble assez pertinente pour les adolescents. Il y a 2 questions en une là. Il y a d'abord, il y a 2 questions en une. D'abord, pour l'instant, il n'y a pas eu d'essai, en tout cas, on n'a pas les résultats des essais vaccinaux chez les enfants moins de 18 ans, on va dire. On a chez les adultes de différentes tranches d'âge, et maintenant même chez les très âgés, les moins âgés, donc ça, on a beaucoup de choses. Chez les enfants, c'est en cours, donc on va le savoir dans les prochaines semaines. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de raison de penser que ce soit très différent chez l'enfant que chez l'adulte, mais on n'a pas les données, encore une fois, scientifiquement publiées, et moi, je reste là-dessus pour discuter. Après, il y a une seconde question qui était des stratégies de vaccination en fonction des tranches d'âge chez les adultes. Les moins de 50, les plus de 40, les plus de 40 et demi, les plus de 28, etc. Mais là, les stratégies, en fonction du gouvernement, sont très différentes pour au moins 2 raisons. La première, c'est le nombre de vaccins mis à disposition dans tel ou tel pays. C'est qu'en France, on n'est pas très riche en vaccins. Et donc, quelque part, il y a des stratégies qui ne sont pas dépendantes de l'efficacité du vaccin, mais de la quantité de vaccins que j'ai à disposition. Et qu'est-ce que je priorise dans les populations? Ça, donc, il y a des stratégies différentes en fonction des pays. Puis l'autre facette, c'est la tolérance des vaccins en fonction des tranches d'âge. Par exemple, pour reparler des événements thrombotiques dont on a beaucoup parlé depuis quelques jours, et on a fait un papier là, récemment avec des collègues là-dessus, le risque n'est pas le même en fonction des tranches d'âge. Donc là, on peut effectivement prioriser des tranches d'âge en se disant ceux-là sont à plus risque ou ceux-là à moins risque d'effets secondaires. Et ça, c'est chaque gouvernement qui décide en pratique. Merci. On va peut-être passer à Louis rapidement parce que je vois que le temps tourne et on peut être coupé à 20 heures précises. Peut-être avant que Louis pose sa question, au cas où on soit coupé, vous pourriez, les questions qui ne sont pas répondues, si vous pouvez nous les envoyer sur contact@alliance solidaire en un mot .org pour que nous puissions y répondre. Également, nous vous invitons sur les réseaux sociaux pour avoir les informations du professeur Kacoub et de la sénatrice au cas où on soit coupé. Mais espérons qu'on pourra faire la conclusion en bonne et due forme. Donc, je passe la parole à Louis pour une ou deux dernières questions. Alors, pour la conclusion, en réalité, je ne vais pas poser de questions. Je vais simplement remercier très chaleureusement le professeur. Non, merci il reste beaucoup. Une question, si on a le temps pour une question. Ah là, il est 59, je pense qu'on n'aura pas le temps, je vais être coupé. Donc, je préfère dire merci au professeur et à madame la sénatrice. Merci beaucoup. Et voilà, la conférence est enregistrée. Donc, sachez que vous pouvez la retrouver sur YouTube. On va la publier. Et par ailleurs, voilà, on est sur les réseaux. Donc, vous pouvez nous retrouver, mettre un pouce en l'air et partager les contenus. Et voilà, il y a beaucoup de contenu sur la Covid en ce moment, mais bien évidemment sur les élections consulaires à venir. Inscrivez-vous sur la liste électorale consulaire. Il y aura donc d'autres conférences à venir, pas que sur les élections ni le Covid. Le but pour nous, c'est de nous fédérer tous. Donc voilà, merci à tous et une très très bonne soirée.
Merci. Merci de votre attention. Merci Evelyne, merci monsieur le professeur. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Nous les transmettrons à madame la sénatrice et au professeur avec grand plaisir. Et on espère vous retrouver très vite pour d'autres conférences sur d'autres thèmes. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.